Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Décidément, il y a de la vitamine, il y a du turbo dans ce mois de février. Nous en sommes déjà, mesdames et messieurs, au 8. Et ça fait plaisir à tout le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue, la famille, en ce jour ouvré dernier concernant les matinales. Vous le savez, c'est tous les jours de 5h55 à 7h30. Vendredi, c'est estampillé culture avec notre docteur en sociologie, Lille Nielbin, qui va nous parler, bien sûr, de la culture africaine et des influences externes. Est-ce que la culture africaine a toujours gardé son authenticité? Est-ce que nous n'avons pas été satellités, façon de parler, par tout ce qui nous vient de l'Occident? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question ensemble avec le docteur Nielbin. Déjà, sur le hashtag Matin Bonheur, j'ai vu que vous avez envoyé beaucoup de questions sur la page Facebook de Matin Bonheur, notamment M. Marius Théan. Merci, et tout à l'heure, on va essayer d'en débattre. Mais the cherry on the cake, la fine fleur sur le magnifique gâteau des matinales, c'est Alix qui est avec nous. Bonjour Alix. Bonjour Marco. Mrs. Red. Ah oui, aujourd'hui c'est le rouge. En plus, ça va de pair avec le mois de février, le mois de l'amour. Donc nous sommes synchro. Alors, il aura annoncé, en tout cas, un pan très important de ce programme du jour. En ce vendredi 8 février 2019, vous savez également que nous avons nos petites chroniques satellitaires, notamment Star au petit-déj. Aujourd'hui, on recevra, en tout cas, on fera la surprise à une dame qui adore, une grande cantatrice de notre pays. Elle ira, justement, on a son image là positionnée. Eh bien oui, c'est Afou Keïta. Et voilà. Elle est déjà dans la voiture. Hein. Ben oui, voilà, il faut faire, quand il faut faire, il faut le faire. Donc voilà, Afou Keïta ira à la rencontre de l'une de ses fans et j'espère que vous allez apprécier. On aura également aujourd'hui Monsieur Bowie Joël, toujours tiré à quatre épingles, qui sera avec nous pour nous parler de choses et d'autres, notamment on va parler un peu d'alcool et de chocolat, l'arco parfait. Qu'est-ce que ça donne? Il va nous dire, toutefois, garder en tout cas la modération pour ces deux consommations-là. Ça promet un cognac et chocolat, c'est cela. Hein? Exactement. Absolument. Jean-François Adja, monsieur Jean-François Adja nous parlera de comment protéger son enfant des enlèvements. Vous avez certainement souvenance de cette spirale qui s'est emparée de notre pays il y a quelques années, qui continue, hélas, par rapport aux enlèvements d'enfants. Et donc, nous, à Matin Bonheur, nous voulons toujours nous arrimer, coller à l'actualité. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet-là, afin de vous donner des informations, des indices, des pistes, afin de pouvoir protéger vos enfants, nos enfants, afin de les éloigner de cette torpeur ambiante. Condensé donc d'informations à vous offrir dans Matin Bonheur. Mr. Friday est là pour 3 fois, Info Foire 3, Ivoire, Afrique et Inter. On le recevra donc dans quelques petites minutes. Mais avant, nous sommes le vendredi 8 février 2019 et il y a bien des noms dans le calendrier qui sont célébrés aujourd'hui, notamment Sainte-Jacqueline. Oui, et on va faire l'appel, Alix. Aujourd'hui, on n'a pas l'appel aujourd'hui. Non, on n'a que Sainte-Jacqueline. On va par contre l'appel des hommes et des femmes de la semaine. Vous le savez, chaque vendredi maintenant, c'est un réflexe à avoir. Les hommes de la semaine, on va commencer avec bien sûr la permission de notre réalisatrice Soro Félicité Sinédiawa. C'est lui désormais qui préside aux destinées de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Monsieur Fousseni Dambélé, nommé directeur général en remplacement de monsieur Amadou Bakayoko, que ce matin nous aimerions saluer de façon respectueuse pour ce qu'il aura fait pendant son passage ici. Merci du fond du cœur à l'ancien directeur général. Désormais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et bienvenue au nouveau monsieur Fousseni Dambélé, Alix. Exactement. En tout cas, on est très heureux en tout cas d'accueillir le nouveau directeur général et tout en exprimant aussi notre reconnaissance et notre respect à l'ancien directeur. Né encore dans les hommes de cette semaine. Il aura marqué la semaine avec cette information. L'ancien président Laurent Gbagbo, qui a été libéré sous condition, ainsi que Charles Blé Goudé, a quitté à 20h30 le 5 février son hôtel, escorté bien sûr par une sécurité. Et il a rejoint le pays qui a accepté de l'accueillir, la Belgique notamment. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. Tout à l'heure, nous allons dérouler donc tout ce qui concerne les hommes de la semaine, ceux qui ont rythmé la semaine. Mais vous le savez, il y a des hommes de la semaine et il y a des hommes tout court et il y a des hommes de la matinale. Celui qui vient maintenant en fait partie. Et surtout les vendredis, Mr. Friday, avec qui nous ouvrons les vannes de l'info sur Matin Bonheur. Merci à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus dans votre émission.
bonjour à tous et bienvenue dans ce 6 heures. Une vingtaine d'entreprises spécialisées dans le domaine de la santé a exposé leurs produits pharmaceutiques à la 2e édition du salon Africa Santé Expo, une initiative du secteur privé en partenariat avec le ministère de la Santé qui vise à promouvoir les produits pharmaceutiques de qualité fabriqués sur le continent, des produits qui répondent aux besoins en soins des populations. Ce salon international qui se tient depuis jeudi s'est ouvert en présence de la Première Dame et va durer 72 heures. Nommé par décret du président de la République au dernier Conseil des ministres, le nouveau directeur général de la RTI a été officiellement présenté hier jeudi. Après 21 ans de métier de journalisme, Fosseni Dambélé était depuis 2011 le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. Journaliste au sein de plusieurs organes de presse, il s'est fait remarquer par la qualité de ses écrits. Issa Chonayo nous dresse le portrait du nouveau directeur général de la RTI. Il est officiellement à la tête de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, depuis quelques heures. Le nouveau directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, est une plume bien connue des médias en Côte d'Ivoire. Sous le pseudonyme de D. Alseni, il fait le beau jour de plusieurs journaux privés ivoiriens de 1990 à 2011. Il occupe successivement les postes de secrétaire général de la rédaction, rédacteur en chef, puis devient promoteur d'une entreprise de presse. Après 21 ans de pratique de journalisme, il entre dans l'administration en 2011 comme directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il y passe 7 ans. Pendant cette même période, il représente son ministère au conseil d'administration de la RTI. Fosseni Dambélé est également un habitué des plateaux de télévision. Il participe à plusieurs débats sur les antennes de la RTI. Pour ce nouveau challenge, il compte sur la détermination et l'engagement de tous les travailleurs afin de faire de la RTI le média de tous les Ivoiriens. Et puis c'est aujourd'hui, vendredi 8 février, qu'aura lieu la cérémonie de lancement officiel de la TNT, la télévision numérique terrestre. Mais avant le lancement qui se déroulera au centre émetteur d'Abobo, Franck Quadio revient pour nous sur les enjeux de ce long processus technologique. Lorsque vous avez placé votre antenne, tout est devenu plus clair. Il y a une évolution notable. Je vous assure que ce qui m'a frappé, c'est la qualité des images, dans un premier temps. Et le son. J'ai agréablement surpris de voir que ce décodeur peut me permettre de mettre une clé Internet, faire des enregistrements. On a dépassé les frontières. Avec le numérique, je crois qu'on est au-dessus. Que tout le monde ait ce décodeur pour mieux apprécier les images. Des personnalités, des hommes d'influence et d'autres plus ordinaires choisis pour servir de bêta-testeurs satisfaits. Nous sommes en février 2016. Au nombre de 1000, ces bêta-testeurs reçoivent des kits adaptables à tout type de télévision. Une période de transition pour le passage à la TNT adoptée en Côte d'Ivoire à l'issue d'un accord régional demandant aux pays africains, asiatiques et européens le passage de l'analogique au numérique. La Côte d'Ivoire va donc emprunter la voie du développement de cet outil. Les enjeux sont multiples. Une adaptation aux normes actuelles en matière de numérisation de l'image et du son. La diffusion de plusieurs programmes de chaînes sur une seule fréquence. L'accès de plusieurs chaînes à des programmes davantage variés. La possibilité d'offrir des services innovants tels la vidéo à la demande VOD. La TNT télévision numérique terrestre sera donc la possibilité d'accéder à plusieurs programmes de télévision de façon numérique et par voie terrestre. Une innovation qui va s'accompagner de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, les chaînes du groupe RTI, plus 4 nouveaux opérateurs, des contenus valorisés et une ouverture en termes de part de marché sur les recettes publicitaires, l'offre se diversifiant en quantité et en qualité. En démarrant le lancement définitif de la TNT ce 8 février par le district d'Abidjan, le gouvernement ivoirien veut ainsi tenir le pari de la diversification du paysage audiovisuel, et cela par l'achèvement de la migration vers la TNT au plus tard en juin 2020. À l'instar des pays africains émettant en bande VHF, reste désormais le défi de la couverture totale à l'ensemble du territoire.
Autre chose à présent, le ministre du Tourisme et des Loisirs s'est rendu jeudi sur les chantiers de construction de 3 réceptifs hôteliers. Il s'agissait pour Siandou Fofana de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux qui génèrent à ce jour plus de 200 emplois directs et dont le taux de réalisation affiche les 65%. On fait le point de la visite de chantier avec Patricia Omouessia. C'est au pas de course que le ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé à la visite des réceptifs hôteliers en cours de réalisation. 3 au total ici dans la commune du Plateau. Première étape, le projet Movenpick, hôtel de 4 étoiles avec plus de 160 chambres. Ouverture prévue pour juillet 2020. Deuxième chantier, un hôtel de 4 étoiles également, 179 chambres, 65% du taux de réalisation. Fin des travaux, juillet 2020. Dernier chantier, la réhabilitation d'un hôtel de 209 chambres qui est aujourd'hui à 265 chambres après les travaux. 12 milliards d'investissements et 262 emplois créés. Toutes ces infrastructures entrent dans la démarche du gouvernement, cette démarche qui vise principalement à faire en sorte que d'ici 2020, la Côte d'Ivoire devienne un pays résolument tourné vers le tourisme d'affaires et au-delà, faire du tourisme un levier important. Nous allons continuer notre élan à encourager les initiatives privées, mais que le gouvernement même prenne sa part. C'est pourquoi dans les jours prochains, nous vous verrons pour lancer le projet d'envergure qui est le Palace d'Abidjan-Benjerville, hôtel de 1000 chambres, qui serait lancé d'ici la fin de l'année avec les travaux de construction. À l'issue de ces visites, le ministre s'est félicité de l'intérêt des grands groupes hôteliers pour la Côte d'Ivoire, toute chose qui démontre la croissance du tourisme d'affaires constatée depuis quelques années. Ainsi se referme ce journal. Je vous retrouve dans une demi-heure pour une autre tranche d'information. Exactement. Merci à vous. À tout de suite. Merci. Alors, on va poursuivre notre libellé énumération des hommes qui auront marqué cette semaine depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Marco, on poursuit avec notamment le président Abdoulaye Wade qui, dans une vidéo diffusée le mardi 5 février à travers plusieurs supports médiatiques, l'ancien président donc, du Sénégal a demandé un report de la présidentielle du 24 février et la mise en place d'un organe de transition démocratique. José Mourinho, oui, le grand coach fantasque et surtout très charismatique entraîneur portugais condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale cette fois. Il n'a pas bien coaché ses finances pour les impôts, condamné donc à 1 an de prison pour fraude fiscale. José Mourinho, ces temps-ci, on n'arrête pas d'enchaîner, en tout cas les chutes à proprement dites. Alors, Karis, vous parliez de Karis, chanteur plutôt Niakouri. Il est d'origine ivoirienne. Il confirme son combat avec le chanteur d'origine sénégalaise Booba en Tunisie au mois de juin. Il faut savoir qu'entre les deux chanteurs, il y a une rivalité vraiment qui allait jusqu'à la violence. Et ils ont décidé maintenant de le faire dans les règles de l'art, sur un ring. J'espère que c'est vraiment de l'art. Parce que, et en plus, c'est le MMA. C'est le MMA, c'est une technique de combat choisie où vraiment pratiquement tous les coups sont permis. On espère que, franchement, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Personnellement, j'estime qu'on aurait pu vraiment s'en passer et donner un autre exemple à la jeunesse. Mais vous le savez, comme on le dit, ils sont majeurs et responsables de leurs actes. Donc, Karis s'est confirmé. On avait quelques réticences, mais il a confirmé sa participation au combat avec Booba, à ses règles, comme l'a dit Booba, en Tunisie. Ce sera au mois de juin dans le cadre du MMA. Il est 6h08, mesdames et messieurs. Vous êtes à Matin Bonheur. Restez avec nous. Vous faites bien. Toute l'équipe est là avec vous. Nous allons aller maintenant au fitness parce que c'est pas parce que c'est vendredi, on ne va pas faire un peu de sport. C'est la fin de semaine, mais on se lâche un peu. Mais avec toujours à quelques encablures, le coach Cyril Niamke. On y va. Bonjour, bon matin. J'espère que vous allez bien. C'est coach Cyril Niamke pour vous servir. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler tout le corps avec 4 exercices. Premier exercice, très simple, on va se mettre en position de pompe. On va faire des pompes que tout le monde peut faire d'ailleurs. On va se mettre sur les genoux. On va poser les mains donc, dans le même axe que les épaules. On va fléchir les jambes derrière, lever les pieds. On va fléchir légèrement les bras, pousser vers le haut et remonter. Pour 15 répétitions. Allez go, on fléchit légèrement les bras, on pousse pour remonter et on redescend. Allez, 1, sans trop descendre, 2, 3, 4, 5, 6, là on travaille plus les bras, la poitrine, 8, 9, 10, 11,
12. N'oublie pas de bien gagner les abdos. 13, 14, 15. On va se coucher sur le dos. On va tendre les jambes vers le haut. Les bras en arrière, monter le haut du corps, toucher la pointe des pieds. Même si vous n'arrivez pas à toucher la pointe des pieds, c'est pas grave. Essayez juste d'aller où vos mains vous envoient, d'accord? Bras en arrière, on fléchit le haut du corps, on touche où on arrive, même si c'est ici, c'est pas grave. Moi, je peux toucher la pointe du pied, donc j'y vais, d'accord? 15 répétitions. 1, on vide l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Le troisième exercice, on va travailler les abdos et un peu le cardio. Donc je vais me mettre en position de pompe. Lever le genou jusqu'à mon coude opposé et alterner à chaque fois. Allez, position de pompe, je lève mon genou et je change de côté. 1, 2, 3 pour 12 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Dernier exercice, c'est faire des squats pour nos jambes. Allez, jambes écart, on va envoyer le bassin en arrière, loin derrière, serrer les fesses à la montée pour 12 répétitions. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2 répétitions, 11 et 12. On reprend une deuxième fois. Je rappelle qu'on va faire ce circuit 3 fois. Donc la deuxième série, on va mettre de petites variations dans les exercices. On va se mettre en position de pompe, croiser les pieds derrière, comme pendant les premières pompes. On va maintenant envoyer toute la poitrine au sol, pousser pour remonter et redescendre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les pieds surlevés, vous pouvez les poser tranquillement sur le sol, ça ne gêne pas du tout. Allez, on pousse au maximum, on reste sur le genou et on redescend. Allez, go. 1, toujours 15 répétitions. 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aller légèrement en arrière quand vous montez. 6, 7, 8, 9, 10 à 15, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. On va se coucher sur le dos pour les abdos. Toujours jambes tendues vers le haut. Maintenant on va croiser les mains, mettre les mains au niveau des épaules, croiser les coudes, monter le haut du corps et les coudes vers les quadriceps et redescendre. Allez, toujours pour 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Troisième exercice, c'est le mountain climber. Position de pompe. Allez, on va se mettre en position de pompe. Montez les genoux et comptez juste 10 répétitions. On monte les jambes tout droit à chaque fois et on alterne. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Le dernier exercice avant d'enchaîner avec la troisième série. Jambes écart. On descend en squat et on remonte tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, n'oublie pas d'expirer, et 12. Ok. Dernière série d'exercices. On va reprendre avec le premier exercice, c'est les pompes. Main au niveau des épaules et de la poitrine, jambes croisées derrière. On va faire de petites pompes comme au début. On reprend avec celui-là pour 15 répétitions. Allez, go, on fléchit légèrement et on pousse. 1,
2, allez courage, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, un peu plus de gaz pour le dernier circuit. Allez, courage. On fléchit légèrement les jambes. On va accélérer un tout petit peu. Bras tendus en arrière, on va arrondir le haut du corps. Lever le haut du corps. Mettre les mains au niveau de la cheville, des chevilles et redescendre. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 répétitions, 12, 13, 14 et 15. 10 répétitions pour le troisième. Position de pompe, une autre variation. On va se mettre en position de pompe. On va lever la jambe sur le côté. On la ramener en arrière et changer de jambe. 1, 2, n'oublie pas de toujours garder les abdos bien gainés. 4, 10 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On termine avec les squats. Allez, courage. Dernier exercice, allez. 1, on serre les fesses. 2, 12 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, circuit terminé. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je pense que maintenant vous êtes parés pour commencer la journée. Prenez soin de vous, restez actifs, continuez de faire du sport, mangez sainement et que Dieu vous garde. Au revoir. Merci coach. En ce vendredi, on aura en tout cas travaillé toutes les parties du corps, circuit au poids du corps, de lundi jusqu'à vendredi. On a fait un condensé. On espère que cela va vous mettre en forme pour démarrer le week-end. Alors, on a parlé de démarrer, ça tombe bien. On doit aller sur nos routes, donc il faut bien démarrer la voiture. C'est parti, point route. La Matinée Mobile démarre sur des chapeaux de roue. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette fin de semaine. Avec le premier tronçon, un premier balai sur l'asphalte. C'est du côté du général de Gaulle qui fend la lagune ébriée en ce joli matin du 8 février 2019. Le trafic est assez cool, calm down, comme disent les anglo-saxons. Ça va. Pour le moment, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs? On va y aller donc pour la deuxième voie. Et c'est le boulevard Latry. Là-bas, il y a en tout cas de l'affluence. Hein. Et les véhicules sont peu nombreux. Affluence modérée, on va dire. Mais ça se passe bien aussi, avec les lampadaires toujours allumés. C'est dire que le matin, il est encore très jeune. Pas de rayon de soleil, un soleil un peu lointain qui va venir. Ne vous inquiétez pas. Le soleil où ça? Ah, c'est plutôt un lampadaire. Ah oui, c'est un lampadaire. Le soleil ne se lève pas encore. C'est le lampadaire soleil. Le soleil ne se lève pas. Vous pouvez rester dans vos lits. Hein. La couette et tout ça, il n'y a pas de souci. Imaginez la couette en ce moment. Quand on est à RTI 1, ça c'est joli. À cette partie-là, c'est très intéressant. C'est doux, hein, ça vous donne envie de dormir. Hein. Ne vous en faites pas, demain on se rattrape. Hein. Ben oui, on a bien dormi. Obligé. Star au petit-déj, c'est maintenant, mesdames et messieurs. Vous savez que c'est la rubrique phare de ce vendredi. En tout cas, toutes les rubriques sont phares à Matin Bonheur. Star au petit-déj. Voici une famille qui a pratiquement tout. Une famille aisée, il faut dire la vérité. Mais vous savez, on a beau tout avoir, on a toujours une envie, il y a toujours quelque chose qui nous manque. La femme a toujours rêvé, la femme de ce monsieur sympathique a toujours rêvé de rencontrer Afou Keïta. Et jamais cela n'a été possible. Il y a quelque temps, elle a accouché, elle a eu un enfant, une magnifique fille, et son mari décide, à quelques encablures de la Saint-Valentin, de lui préparer une surprise. Bref, star au petit-déj avec Madame Afou Keïta.
Hein, pour vous dire, j'ai même peur qu'elle ne fasse une crise. Konaka fa muso yebo muso iboto furuchele ye furuche nyumate muso mibo imalo wo mirishaya naka fa muso yebo muso iboto worodene ye worode nyumate muso miburula imalo wo mirishaya ibaka sege mige Seganyani worozima, ifaka segemige. Seganyani worozima, kobe kelebeba, asiriya kelete bana, nekanya rozilema, manganye borozile ko. Bonjour Rosie, allez, on laisse les jaloux passer. Rosinana, afudia nyonana, nikanju yandi juya, nikangoni yandi koninya, nikangoro fondi korofo, nganya rosile kirila, mote diabeye, mote guabeye, ikadia momindo ye, imandu woti la meri, ikagwea momindo ye. Il a dégagé, qu'a dégagé, qu'a dégagé. Bonjour, Rosie. On applaudit pour eux. D'abord, il me dit pour recevoir les collaborateurs, je veux que tu mettes un boubou rouge. Je dis rouge. Il me dit oui. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci puisque j'en ai. Et j'ai mis le boubou, j'ai attendu. Et il a sonné effectivement. Je pars ouvrir la porte et qui je vois? Je vois Afou Keïta, cette dame-là que j'aime tellement. Même si je ne comprends pas ses chansons, je l'aime beaucoup. Et c'était vraiment... Il faut dire que Afou, je l'aime parce qu'elle est elle-même. Voilà, elle est quelqu'un qui s'en fout. Et moi, mon prénom Jimini Sewele, c'est ce que ça signifie aussi. Je vis ma vie sans m'occuper des autres. Je m'en fous du reste. Et c'est comme ça que Afou, elle est. Elle est elle-même, elle vit sa vie, elle n'écoute pas les, comme on dit en expression ivoirienne, les nkunku. Elle n'écoute pas ça. Arco. Voilà. Et vraiment, je l'adore pour ça. En qualité de musique mondaine, franchement, c'est pas parce que tu es devant moi, mais toute ma famille, mes beaux-parents, tout le monde le sait. Tu es la oui, même quand je comprends pas tout, mais parce que c'est Afou, je suis scotchée. C'est quel côté de Afou Keïta même qui te plaît de plus? Ce qui me plaît chez toi, c'est ton je m'en fous. Ok. Ton je m'en fous. Ça, c'est... Ta manière de comprendre la vie, j'aime beaucoup ça chez toi. Je suis tes directs tout le temps. Kabako, Rosco, Kalema dans Soronela. La maman, mère. Oh, ma néa. Les quand Rose Ninga, Rose, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Pas du tout. Mais ce qui te plaît pas chez moi, la première dit, il n'y a pas. Ouais, on s'en fout des jaloux. Comme Rose m'aime bien, moi j'aimerais que Rose et moi... C'est quelle chanson tu aimes bien? Commandant. D'accord, on va chanter Commandant. Oui. Comme ça.
c'est une très très belle surprise. Il m'a encore fait une autre preuve d'amour de sa part et je lui dis merci pour ça. Vraiment. Vraiment, tout plaisir était pour moi. Non, le plaisir est partagé. Je dis merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à la famille d'Amélie. Je dis merci beaucoup aussi à la RTI. Vraiment, je tenais à vous dire merci, merci et je t'aime très fort. Moi aussi. Love you. Love you too. Ouais. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est magnifique. En tout cas, Monsieur Dembélé, franchement, félicitations. Hein. Félicitations, ce mois de l'amour, vous avez vraiment marqué un grand coup. Donc, c'est clair, dans le cœur de votre femme. Et puis voilà, on a pu le remarquer, hein, la déclaration, la reconnaissance. Vraiment, merci, merci. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir comme ça de rendre heureux des personnes. En tout cas, n'hésitez pas aussi. Hein. Il y a encore des places, il y a la possibilité. Nous sommes toujours dans le mois de l'amour. Donc, ne vous inquiétez pas. Matin Bonheur sera vos complices pour rendre heureux. Il y a encore de la place, comme elle dit, hein, dans le cadre de Star au petit-déj. Envoyez-nous des volontés, mais de façon précise. Hein. Et puis, ce n'est pas celui qui veut la surprise qui nous envoie un courrier, c'est quelqu'un proche qui sent que, par exemple, moi, je sais qu'Alix aime Alicia Keys. Je vais faire une Alicia Keys ou Kylian Mbappé. Oui. Voilà. Donc, c'est moi qui écris. Ce n'est pas Alix qui va dire non, moi, j'aime Kylian Mbappé. Non, 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 non. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai dit que j'aime, mais lui, il organise. Ouais, et puis moi, j'organise. Voilà. Celui qui est à côté, dans les alentours, organise. C'est pour quand? Pardon? Kylian Mbappé. Pour Kylian Mbappé. C'est tout à l'heure après l'émission, vous allez le voir dehors. Kylian Gaussou. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Il est 6h27, le journal, et on se retrouve juste après. Heureusement que j'en ai à la maison. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux sera présent tôt le matin sur les zones du littoral et du sud forestier avec par moments de faibles pluies. Par la suite, le temps y sera partiellement nuageux et ensoleillé. La bande centrale sera partiellement nuageuse en général avec une bonne présence de soleil en milieu ou en fin de période. Le nord sera toujours sous le contrôle des vents secs de l'Harmattan. Ainsi, un temps sec et froid sera présent sur la zone. Pour les températures, 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, Bondoukou et Boaké, 24 degrés à Daloa, 26 à Dimbokro et Gagnoa, 23 à Korogo, 22 à Mont, 21 à Odiéné, 24 à San Pedro, 25 à Sassandra et Tabou et enfin 25 à Yamoussoukro. L'après-midi, en début ou en milieu de période, la combinaison de l'humidité et de l'insolation pourrait entraîner des formations de nuages orageux accompagnés d'averses de pluie sur le littoral et le sud forestier et par la suite, le temps y sera partiellement nuageux. Le temps sera généralement nuageux du côté de la bande centrale avec des possibilités de pluie localisées notamment dans l'est et le nord sera sous des vents secs légèrement atténués par la présence des vents humides notamment du côté nord-ouest du pays. Pour les températures, 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bondoukou, 34 à Boaké, 35 à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 35 à Gagnoa, 34 à Korogo, 34 à Mont, 35 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 32 à Sassandra, 31 à Tabou et enfin 35 à Yamoussoukro. Merci d'être resté des nôtres. Excellente journée à toutes et à tous.
Place à présent à l'information au cœur de la matinale. Les élections législatives en Afrique du Sud ont été fixées au 8 mai, a annoncé jeudi au cours de son discours annuel à la nation le président Cyril Ramaphosa, dont le parti l'ANC est éclaboussé par des affaires de corruption dans un pays en plein marasme économique. Selon 2 sondages récents, le Congrès national africain, le parti de feu Nelson Mandela au pouvoir depuis la fin du régime d'apartheid en 1994 est donné largement favori avec environ 60% de suffrages. L'ex-président Abdoulaye Wade est arrivé jeudi au Sénégal. Il a appelé à boycotter l'élection présidentielle du 24 février prochain. L'ancien chef de l'État qui réside en France est arrivé dans l'après-midi à bord d'un jet privé après 2 ans d'absence. Dans une vidéo diffusée mardi, il a appelé la population à s'opposer à la tenue d'une élection entièrement fabriquée. Abdoulaye Wade a également dénoncé l'invalidation des candidatures de 2 principaux rivaux potentiels de Macky Sall, son fils Karim et le maire déchu de Dakar, Khalifa Sall. Tous 2 font l'objet de condamnations judiciaires. La justice béninoise a condamné jeudi à 10 ans de prison ferme les principaux responsables de l'affaire ICC Service. Baptisée l'affaire Madoff béninoise, c'est le plus gros scandale financier de ce pays d'Afrique de l'Ouest qui a touché plus de 150 000 personnes. Quelques 150 000 épargnants avaient été spoliés par 204 structures de placement entre 2006 et 2010. Le préjudice est estimé à plus de 150 milliards de francs CFA selon le Fonds monétaire international. Mardi dernier, le gouvernement rwandais a annoncé la signature d'un accord de 400 millions de dollars avec la société Gasmet Energy pour produire du gaz de cuisson en partie du méthane contenu dans le lac Kivu. L'accord devrait non seulement permettre de prévenir la formation de bulles de gaz toxiques à la surface du lac, mais aussi de réduire la dépendance locale à l'égard du bois et du charbon de bois. Le contrat signé vendredi va s'étendre sur une durée de 7 ans avec le début de la production prévue en 2021. Le Rwanda compte déjà 2 sociétés qui extraient le gaz du lac Kivu pour alimenter les centrales électriques. Et les États-Unis ont annoncé, sinon ont annulé, des programmes d'aide militaire destinés au Cameroun. Washington évoque de graves violations des droits humains commis par les forces de sécurité camerounaises et exige de Yaoundé qu'une enquête soit menée sur ces allégations que les États-Unis jugent crédibles. Les autorités américaines veulent aussi que les auteurs des violations des droits de l'homme répondent de leurs actes. Les autorités camerounaises, de leur côté, n'ont pas encore réagi publiquement à la décision de leurs homologues américains. Et puis nous terminons avec cette brève. Le corps sans vie d'un migrant togolais a été retrouvé dans la nuit de mercredi à vendredi à la frontière entre la France et l'Italie. L'identité de la victime n'a pas été révélée. Son corps a été retrouvé sur la route nationale 94 de la colline de Mogi-Nevro. L'infortuné candidat à l'exil européen aurait succombé à la vague de froid. Je vous retrouve à 7 h pour une autre tranche d'information. Merci à vous, Abdoulaye Koné. On espère avec des informations beaucoup plus réluisantes. Alors, nous poursuivons cette émission avec de la sécurité. On en parlait, il faut toujours rester dans des dispositions idoines pour être en sécurité. On parle aujourd'hui de comment protéger son enfant des enlèvements. On se rappelle un récent passé, la psychose de la disparition d'enfants placés à l'actif des enlèvements. On va essayer de baliser et puis donner des indications aux différents parents pour pouvoir protéger leur enfant avec monsieur Jean-François Adja qui est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Bonjour monsieur Jean-François Adja. On a toujours peur hein, qu'on soit parent ou pas d'enfants, hein, de ces enlèvements-là. D'abord, est-ce qu'on peut se faire un point de la situation par rapport à un passé récent? Est-ce qu'il y a moins d'enlèvements ou plus d'enlèvements, vous qui êtes dans le secteur de la sécurité? Oui, il faut signaler que depuis 2015, nous avons connu des pics et des psychoses d'enlèvement. Et cela s'est accentué l'année dernière avec en 2 mois une quarantaine d'enlèvements selon la presse ivoirienne. Et maintenant, c'est vrai que le phénomène n'a pas totalement disparu, mais il s'est amoindri, il est vraiment atténué. Alors aujourd'hui, quelles sont les méthodes ou pratiques pour pouvoir protéger son enfant
des enlèvements Oui. ou des disparitions éventuelles? Oui, ce qu'il faut faire en premier lieu, il faut d'abord discuter avec l'enfant. L'enfant est la première personne concernée par les enlèvements. Donc il est important de discuter avec l'enfant, sans l'effrayer bien sûr, de lui expliquer le phénomène et de lui expliquer également qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre pour vraiment amoindrir, sinon atténuer les risques. Vous savez qu'en matière de sécurité, il n'y a jamais de risque zéro. Il faut toujours prendre des précautions pour amoindrir les risques. Et de sorte à ce que l'enfant, en étant dans la circulation, dans la rue, à l'école ou ailleurs, soit très à l'aise. Quand vous dites discuter avec l'enfant, sans l'effrayer, là est la nuance. Et c'est là où c'est très, très délicat. Parce que l'enfant, à quel âge on discute avec lui? Est-ce qu'on discute avec lui parce qu'il y a des risques d'enlèvement ou bien on discute avec lui parce qu'on veut que, de façon globale dans son éducation, il fasse attention à lui? Oui, on discute avec lui parce qu'il doit comprendre qu'il y a ce phénomène qui existe et on veut lui inculquer des méthodes de protection pour lui-même. Des précautions à prendre. L'observation, la méfiance, la vigilance, c'est à l'enfant d'avoir ces réflexes-là. Il faut lui expliquer ça. Bien sûr, les enfants se parlent entre eux. Si vous ne lui expliquez pas ce phénomène, il va l'apprendre dans les rues. Il viendra certainement vous poser la question. Quel que soit l'âge de l'enfant, il faut apprendre à lui expliquer les choses. Et vous avez vu que ça part de pratiquement de 1 an à 10 ans, les enlèvements. À 10 ans. Vous direz peut-être que c'est trop tôt pour lui en parler, mais le phénomène existe, il faut faire avec. Alors, on va peut-être aussi parler du mode opératoire pour essayer de le désamorcer. Oui. Voilà. Oui, en général, ce sont des personnes qui sont dans l'environnement immédiat de l'enfant. Nous l'avons vu avec le cas malheureux de Bouba, de Traoré Aboubakar Siddiq, alias Bouba, paix à son âme. Mais c'est quelqu'un de l'environnement qui lui offrait de temps en temps des friandises, des gâteaux et tout ça, des petits bonbons. Et puis un jour, il lui offre ces choses-là. C'est douloureux de le rappeler. Mais il lui offre des friandises et puis il le conduit quelque part. Bon, je vais t'envoyer quelque part où tu pourras manger, tu pourras faire ceci, cela. Bon, ben vous voyez, c'est pour cela qu'on dit qu'en matière de sécurité, il faut se méfier plus pour les enfants des personnes qui vous appellent par votre nom. Parce que l'expérience a montré que quand l'enfant est interpellé par son nom, il s'est dit que la personne le connaît. Il y a une affinité. Et donc, sa vigilance s'amoindrit. Il se dit, ah voilà quelqu'un qui me connaît, il connaît certainement mes parents, il m'appelle par mon nom. Alors que certainement qu'il a entendu crier son nom, ou bien il a fait sa petite enquête de voisinage avant de passer à l'opération, et puis il connaît le nom de l'enfant. Mais apprendre à l'enfant, il faut apprendre à l'enfant à résister, à poser des questions, à ne même pas discuter avec des personnes qu'il ne connaît pas. Il faut lui dire non, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il ne faut pas discuter avec la personne. Il aborde une voiture, il veut vous poser une question, un renseignement, il faut s'éloigner de lui tout de suite. Un adulte, il faut expliquer à l'enfant qu'un adulte n'a rien à faire avec un enfant. Il n'a pas besoin de l'aide d'un enfant dans la rue. Par conséquent, l'enfant doit être assez intransigeant, se méfier, même des personnes qui l'appellent par son nom. Surtout des personnes qui l'appellent par son nom. Et donc, c'est un travail pédagogique à faire. Il faut apprendre à l'enfant de s'éloigner de ces personnes-là. Quand vous lui avez expliqué le contexte, naturellement, à partir de ce moment, lui aussi, il se met dans cette vigilance-là et il opère comme ainsi que vous l'avez souhaité. Voilà. Mais s'il ne sait rien, il ne sait pas que ces temps-ci-là, c'est dangereux et qu'il n'y a rien du tout, mais il se laisse aller. Alors, M. Adja, dans cette configuration, on remarque qu'il y a des enfants aussi, il y a de plus en plus qui sont seuls, abandonnés, laissés à eux-mêmes comme ça dans les rues. Oui, c'est vrai, c'est malheureux de le signaler. La cible. Oui, c'est malheureux de le signaler, mais qu'on soit au marché,
au supermarché, ne pas laisser l'enfant circuler dans un autre rayon alors qu'on est ailleurs, loin. Parce qu'on se dit, bon, dans tous les cas, il est dans le même supermarché. Et puis, lui, l'enfant, il est au rayon des jouets, et tout ça, alors que vous n'avez pas une vue sur lui. Ça, ce sont des moments assez difficiles. Et nos braves mamans, elles vont au marché, ou bien elle est commerçante au marché, elle laisse l'enfant déambuler au marché. C'est dangereux. Ce qui est dangereux également, et ça, je pense que parfois on doit instaurer un système où on doit arracher les enfants à certains parents, je m'excuse, qui sont irresponsables. Je vous donne un exemple. Oui. Il y a un quartier où les enfants, par exemple, vont attendre le car de l'école à peut-être 50 mètres ou 100 mètres de la maison. Oui. Ce trajet-là, entre la maison et le lieu d'attente du car, il y a des parents qui laissent les enfants aller seuls. Non, sans accompagnement. Il ne faut pas. Et la dernière fois, j'ai vu une fille qui a à peine 5 ans. Si elle a trop, elle a 5 ans. Et je lui demande, mais tu t'en vas où? Elle dit, je m'en vais attendre le car. Seule. C'est-à-dire, elle traverse Ce petit trajet-là peut être très risqué. Ouais. Oui, parce que ceux qui font les enlèvements, ils fréquentent ces lieux-là également. Ils scrutent les habitudes. Ils scrutent les habitudes. Voilà. Et avant de passer à l'acte, ils font leur petite enquête de voisinage également. Ils regardent les habitudes, ils se disent, bon, cet enfant-là, il a l'habitude de venir tout seul, voilà une proie pour moi. Voilà. Donc il ne faut pas laisser les enfants, quel que soit l'âge, même aux sorties de l'école également, indiquer la personne qui doit venir les chercher. Il faut venir les chercher. Quand on ne peut pas venir les chercher, il faut qu'ils rentrent à la maison par petits groupes. Les parents d'élèves s'entendent et laissent venir les enfants par petits groupes. Et responsabiliser un adulte. Et responsabiliser un adulte. Et voilà, ça c'est important. Et quand l'enfant est également à domicile, lui apprendre à ne pas ouvrir la porte à un inconnu. Oui. Voilà. Et même les jeunes filles qui sont à la maison, qui travaillent, qu'on appelle les filles de maison. Les servantes, oui, les filles de maison, il faut les prendre en âge adulte. Il ne faut pas prendre une jeune fille, une fillette de 10 ans, de 12 ans. Déjà, même c'est proscrit, c'est interdit. Par la loi déjà. Et même tout ce personnel-là doit également subir la formation. Voilà. Et quand l'enfant est en face de quelqu'un qui veut s'emparer de lui, il faut lui apprendre à résister. Quitte à paraître impoli, moi je préfère que l'enfant soit impoli avec quelqu'un et qu'il puisse fuir un enlèvement que de vouloir répondre, dire oui tonton, et puis aller. Parce que là, franchement, ça craint, hein, c'est nos enfants après. Merci beaucoup, monsieur Adia. Merci. Merci infiniment pour ces conseils précieux. Merci. On n'ouvre pas la personne rapidement en 30 secondes. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On vous appelle par votre nom. Oui. Vous ne connaissez pas la personne. Non. Courez, fuyez, partez, quittez. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Si c'est un parent, il connaîtra la maison, il viendra vous voir. Absolument. Voilà. Absolument. Et autre chose à avoir? Oui, il faut espérer maintenant que nos pouvoirs publics puissent se mettre en place, à l'image de certains pays. Alerte enlèvement. Oui, des dispositifs d'alerte enlèvement qui impliquent, qui sont déclenchés par le procureur, avec les officiers de police judiciaire, cela se fait avec les agences de presse, Interpol, les opérateurs de communication, et dans les transports en commun. On diffuse un message. Dans les 3 heures qui suivent l'enlèvement, il y a de fortes chances de retrouver les enfants. Et vivants, surtout. Vivants, surtout. Merci beaucoup, M. Adja, pour toutes ces informations. La place de nos enfants, c'est à l'école, pas pour les enlever, pour faire des sacrifices. Soit dit en passant. À la maison, et les parents aussi restons responsables et vraiment toujours en alerte. Voilà. Merci beaucoup et bon week-end à vous. Merci. Alors nous, on partira tout de suite pour un no comment. Il est à propos, hein, il vient vraiment, en tout cas, corroborer le thème d'aujourd'hui qui est culture. On parle du Vietnam, le combat des Aong pour se réapproprier leur culture. Vraiment, ils ne veulent pas se dénaturer, se pervertir, en tout cas. Le combat des quoi? Des Hmong. Prononcez bien, on sent que vous avez des origines lointaines là-bas. On y va. Vietnam, reportage. Perdu dans les montagnes de Hagyang, dans le nord du Vietnam. Un seigneur Hmong résiste encore et toujours au pouvoir central. Vong Di Bao est le petit-fils d'un seigneur de l'opium. Le palais de la famille a été repris par les autorités pour devenir une attraction touristique.
Je ne suis pas content de la gestion et de la façon dont l'endroit est développé parce que la direction actuelle ne se soucie pas de préserver la valeur de la maison. Il ne parle pas de l'architecture et des éléments artistiques de la maison, ni de sa raison d'être. Il y a plus d'un siècle, son grand-père, seigneur de l'opium, bâtit ce palais dans le style Hmong, l'ethnie dominante dans le Hagyang. Mais c'est une histoire réécrite que le régime communiste vietnamien veut faire figurer sur la carte postale de la région, comme avec ce village touristique. Les autorités nous demandent de ne pas laisser ces maisons à l'abandon, donc on ne les abandonnera jamais. Les maisons faites avec des murs en terre et des tuiles de briques traditionnelles représentent le style traditionnel de la région montagneuse de Dong Van. Car le Vietnam entend faire du tourisme un pilier de sa croissance. Les revenus du secteur ont été multipliés par 10 ces 10 dernières années. La province de Hagyang espère devenir une attraction clé d'ici 2030. Quand je viens d'ici, j'ai l'impression que ces maisons sont toutes authentiques, sans rénovation. À la différence de la région de Sapa, inondée par les touristes, le Hagyang est encore peu développé. Mais les autorités espèrent bien profiter du potentiel de ces paysages qui ressemblent, à s'y méprendre, à une baie d'Along terrestre. 6h46, mesdames et messieurs, à Agboville. Nous saluons tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de notre pays. Agboville et le peuple abé qu'on salue très bien, peuple digne qu'on salue ce matin. Alors, la Saint-Valentin, c'est la semaine prochaine. Oui, je sais. Je sais que les hommes sont en train de dire, oh, lui là. Et les femmes sont en train de dire, oui, c'est bien. Mais la pourquoi? C'est partagé. Non, 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 parce que les femmes, on sait que toutes les fêtes, c'est pour vous. Saint-Valentin, toutes les fêtes du calendrier, même, c'est pour vous. Ça, on sait. C'est acquis. On vient de voir tout de suite dans le Star au petit-déj. Ça fait plaisir plus à monsieur de faire plaisir à madame. En plus, vous êtes en rouge, tout ça, pour me rappeler que mais vous aurez votre cadeau. Il y a du rouge ici, non? Il y a un soupçon de rouge. C'est bon, c'est partagé. Allez, nous avons notre consultant, c'est-à-dire lui, c'est le monsieur Glamour, le monsieur bienséance de Matin Bonheur. Avec lui, nous allons parler donc de certains mélanges qui peuvent vous intéresser pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on va parler de cognac et chocolat, on va parler d'autres choses, et puis on va se mettre en condition comme ça pour la Saint-Valentin. Bonjour Joël. Bonjour Marcel. Comment ça va? Très bien, merci. La Saint-Valentin approche. Ah oui, à grands pas. Il y en a qui sont déjà en rouge, tout ça, pour... Oui. Pour imposer ça dans les esprits. Oui, pour imposer ça dans l'esprit. Le plateau est rouge-rouge. Comment comme ça va? Ça va. Bonjour. Alors, dites-nous tout, Joël. Alors, donc, ce matin, nous allons parler d'abord du cognac, ainsi que des alliages, donc des mélanges qui peuvent être faits. Donc, déjà, qu'est-ce que le cognac? Le cognac est une boisson, je veux dire, qui rentre dans la famille des apéritifs, sinon des digestifs, et qui est composé de 3 sortes de raisins, à savoir le colombard, la folle blanche et l'ugni. Et il va être produit par distillation. Et en termes de localisation géographique, il est situé dans la région de Charente, c'est-à-dire entre Nantes et Bordeaux, traversé par le fleuve Charente. Voilà pour ce qui est du cognac. Donc déjà aussi, le cognac, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boisson de luxe et qui prend du temps à se faire. On ne fabrique pas le cognac. J'ai pour coutume de dire qu'on ne fabrique pas le cognac. C'est le temps qui fait le cognac. Wow. Donc, vous allez voir sur certains cognacs des inscriptions qui ne sont pas fortuites, qui auront attrait à l'âge, à savoir VS. Lorsque vous verrez VS, en anglais, ça vous dira Very Superior. Ça vous donne un indice sur l'âge. Donc, ça va être entre 5 à 10 ans. Et un VSOP, ça va vous faire au moins un 15 ans d'âge. Donc, VSOP qui traduit Very Superior Old Pale. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un XO. Vous allez voir que les cognacs qui sont marqués XO sont les plus chers. Extra Old. 20 ans d'âge et au-dessus. Et après les XO, vous avez bien évidemment les hors d'âge. Voilà. Donc, avec un VS, par exemple, on pourra prendre du chocolat blanc, qui est assez léger et qui va se marier avec ce cognac-là. On a des images voilà. qu'on va enfin passer maintenant avec Soro Félicité pour illustrer tout ça, ce mélange magnifique-là, qui donne envie. Hein. Et voilà, on parlait du chocolat blanc, on en a ici. Voilà, parce que le chocolat blanc, il est assez léger. Et avec un VSOP, on prendra ce chocolat marron, là, moins foncé. Là, par exemple, c'est quoi, Joël? Qu'est-ce qu'on a?
Là, par exemple, c'est un alliage qu'il est en train de faire, c'est-à-dire c'est un chocolat fait à base de cognac. Vous avez des chocolats qui sont aromatisés et qui est idéal aussi pour la Saint-Valentin. Donc, il faut créer ce mariage. Il faut créer ce mariage, sinon cette symbiose. Après, il faut savoir comment servir le cognac. Donc, le cognac va pas se servir dans n'importe quel verre. Le cognac va se servir dans un verre qu'on qualifie de tulipe. Et qui se présente comment, caractéristique? Qui est un peu comme un verre à vin, beaucoup plus évasé, mais avec un pied beaucoup plus court. D'accord. Ah oui, on visualise. Bon. Et le cognac se prend, on chauffe le cognac. Il y a deux manières de chauffer le cognac. La première des manières, il se chauffe par la chaleur de la paume. Donc on tient le verre comme ça, par la paume. Et la deuxième manière, c'est de faire chauffer votre verre, qui est un excellent conducteur. Oui. On va mettre de l'eau chaude. Donc le verre va absorber cette chaleur, on va essuyer le verre. Et lorsque vous allez voir, lorsque vous versez votre cognac, vous allez voir que vous allez recevoir le bouquet. Voilà, il y a le bouquet qui va remonter. C'est ça le but en fait. Et il faut pouvoir aussi connaître, je veux dire, d'où vient la coloration du cognac. Il ne se fait pas distillation. Donc, de prime abord, il se présente avec une couleur blanche. Il est incolore. Donc, il y a deux sortes Après, il prend une teinte marron. La teinte marron peut s'expliquer par deux façons, en fonction des maisons. La première des façons, elle est due avec le contact avec le fût, donc le bois. Donc, vous allez sentir un goût de boisé. Et le deuxième truc, on ajoute du caramel pour avoir la couleur marron. Très bien. Voilà. Alors, la corrélation qu'on pourrait faire avec la fête de Saint-Valentin, justement, c'est que ça apporte quelque chose de plus. Qu'est-ce que c'est? Ça apporte quelque chose de plus. Comme je disais, le cognac, c'est un produit de luxe. Ah, oui. C'est déjà un produit de luxe. Et généralement, les gens l'identifient plutôt plus à une boisson masculine. Non, une dame peut prendre du cognac. Surtout qu'après, il y a toujours une relation cigare-cognac. Justement. Donc, pour une dame, on fera un alliage chocolat-cognac qui ira très bien. Avec, par exemple, un XO, je vous offre un chocolat noir, pas sucré, mais vous allez voir que le sucre du cognac va le faire remonter. D'accord. Voilà. Et l'endroit où se stocke le cognac, sinon la sorte de cellier, s'appelle le paradis. Ah, comme paradis comme paradis. On a tous envie d'y aller. Justement. Il s'appelle le paradis. Et lorsque les fûts sont entreposés, vous avez souvent, au niveau du fût, vous allez avoir une évaporation qui est qualifiée de la part d'ange. Alors, on va teaser un peu la Saint-Valentin. On va teaser la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, à un couple? Par exemple, dans un couple, un monsieur ou madame veut vraiment mettre l'ambiance, tout ça. Quel genre, comment cela va se présenter? Au niveau du cognac, qu'est-ce que vous conseillez? 10 ans d'âge, 20 ans d'âge bien... Alors, au niveau du cognac, je vais aller pour un XO. Parce que n'oublions pas, plus une boisson est jeune, avec les moyens aussi, voilà, c'est ça. Merci. Voilà. Adapté au budget. Plus une boisson est jeune, plus elle est fugace et les coriaces. Plus c'est comme un être humain. Plus on vieillit, plus on prend des rondeurs, plus on s'assagit. C'est typiquement cela. Okay. Oui, voilà. Donc un XO, on pourra par exemple flamber une crêpe avec du haut cognac. Attendez, je note. Vous avez parlé de digestif apéritif. Oui. Cela se fait avant? Vous pouvez l'avoir avant comme après. Après le repas. C'est-à-dire avant pour creuser. Et Alice, on entend de faire notre programme comme ça de la Saint-Valentin. Flamber une crêpe? Flamber une crêpe au cognac. Moi-même. Donc, pour flamber, il y a un piège qui va se poser. Si vous ne chauffez pas votre cognac, vous n'allez pas réussir votre flambage. Il faut que le cognac soit chaud. Vous le versez et vous allumez. Et quand vous flambez, attention, j'en parle par rapport au serveur. Il faut non seulement ne pas brûler la maison, mais il faut carrément éloigner l'assiette du client. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, des serveurs, et la proximité, paf, le mal est déjà fait. Donc, il faut le faire à côté. Voilà, donc on peut flamber, c'est un exercice assez... Flamber la crêpe au cognac, ça doit être bon ça. C'était une crêpe Suzette, flambée au cognac. Et la dose modérée, parce qu'il y a de l'alcool. Certaines personnes peut-être qui ne tiennent pas l'alcool. Il faut être après... Merci Alix. De toute façon, le cognac se sert toujours en double. Hein. Il y a une manière de servir le cognac dans la flûte. Et c'est pour ça qu'on fait rouler le verre. C'est ce qu'on appelle la langue du cognac. Donc ça ne doit pas être très bas, ni ça doit être au juste milieu. On peut aussi impressionner madame avec. Donc lors de la Saint-Valentin, on fera un essai. On va servir un cognac et vous allez le mesurer et ce sera au double. Voilà pourquoi on fait rouler le verre pour voir que c'est un double. Le cognac se sert toujours en double. Donc vous nous promettez ça pour la semaine prochaine? Avec grand plaisir. D'accord. Ça fait partie, selon vous, ça devrait faire partie des inconditionnels de la Saint-Valentin? Justement, justement.
Vraiment, quand vous venez ici, vous nous faites Ça, rêver. en tout cas, on se Après, projette la réalité, déjà. On se projette déjà. Après, la réalité est dure. Quand Joël Bowie vient, on rêve, on s'imagine. Après, quand le générique finit, on prend le couloir et puis on se retrouve avec notre réalité, notre très, très grande réalité. Dans quelques minutes, 4 minutes seulement, on aura le flash. Alors, quels sont les petits conseils comme ça qu'on peut donner pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin, déjà, comme je dis, il faut pouvoir... Bon, excusez-moi, Joël. On a parlé de cognac, tout ça. Oui. On nous regarde de partout. On a le koutoukou aussi, qui peut faire de bonnes choses, avec des mélanges. Oui, j'avais parlé une fois de koutoukou infusé à la vanille. Africanisons un peu, voyons. C'est pas le même level en même temps. Non, c'est pas le même level. Le koutoukou sera beaucoup plus... il y a du koutoukou glamour. Il sera beaucoup plus agressif. Oui, le koutoukou, il est glamour. Il sera beaucoup plus agressif. Voilà. Mais on peut le mélanger oui, mais après, à petite dose, hein, je rappelle. Hein. Oui. Après, même si vous essayez de flamber une crêpe avec, vous allez voir que ça va dominer, ça va carrément éteindre le goût de la crêpe. Ah, ok. Il y a des mélanges il y a des des choses qui se retirent. Ouais. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire quoi, que le koutoukou n'est pas glamour. Il faut trouver la bonne paire. Il est glamour, mais il faut savoir le mettre dans le contexte en fait. C'est ça. Bon, dans quel contexte? Proposez-nous un contexte. Parce que, le koutoukou peut être associé à quoi? Il faut faire plaisir à tout le monde. Il peut être associé à quoi? Oui. Il faut faire plaisir à tout le monde. À qui? C'est beaucoup plus en termes de digestif. On sent que c'est pas son truc. Le koutoukou, il est sec. Lui, il n'a pas d'âme sœur. Il est sec. On n'a pas encore réussi à travailler sur sa maturation. Donc, il est brut. Ah bon? Mais son côté brut, là, ça peut aider, ça peut aider dans un menu quand même. Ça peut aider. On peut par exemple, on peut flamber des crevettes avec. Avec du koutoukou. Mais voilà, on peut flamber des crevettes. C'est exotique, c'est bien. Mais voilà, on y arrive, mes amis. Chers amis, ne baissons pas les bras. C'est exotique. Oui. Ensuite, on peut faire quoi d'autre encore avec le koutoukou? Avec le koutoukou, comme je dis, on peut faire un cocktail aussi. Voilà, quel cocktail par exemple? Un koutoukou avec de la crème de cassis. Okay. Donc ça va atténuer, sinon amoindrir la dose d'alcool et ça va lui conférer un aspect sucré. Est-ce que dans un repas complet, on peut démarrer avec le cognac chocolat et puis après insérer le koutoukou dans d'autres... Non, faut surtout pas. Non, faut surtout pas. Ça va être un cocktail. Faut surtout pas. On dit Saint-Valentin, on n'a pas dit. C'est sous là. C'est quoi? Merci beaucoup, Joël. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Il est 6h57 en ce vendredi 8 février. Merci d'être en notre compagnie. Est-ce qu'on peut se faire un petit point route pour voir un peu la physionomie donc, de la route à 7h et voir un peu si le soleil s'est levé, comme Alix dit. Il est 6h57 partout en Côte d'Ivoire. Voilà, oui. C'est vrai. Il se lève, mais timidement, quoi. C'est vendredi. Il se lève sans faire de bruit. Là, il n'a même pas envie de sortir. Même. Les timides, ça va au boulevard de Latry. C'est pratiquement pareil à tout à l'heure. On ne sort pas très tôt ce vendredi. On peut vous comprendre, ne vous inquiétez pas. Alors, quid du De Gaulle maintenant? On va voir un peu ce que ça nous donne au niveau du pont de Gaulle. Oui. Ah là, le soleil. Oh, c'est joli. Le soleil au plateau. Oui, regardez comment c'est joli. Très, très belle photo. Le reflet sur la, oui, pour nous qui aimons la perle les photos, des lagunes. Pour nous qui aimons les photos, imaginez une très, très belle photo là. Avec un sujet en lévitation. Avec un sujet en quoi? Avec un modèle qui inspire vraiment, qui ne gâche pas la journée. Il est 6h58. Voilà, la Saint-Valentin approche. Soyez simple. Le prochain thème de Joël Bowie, ce sera comment réussir sa Saint-Valentin simplement. On n'a pas besoin forcément de débourser énormément d'argent pour réussir une bonne fête de Saint-Valentin. Parce que l'essentiel, le plus beau des cadeaux, c'est l'amour sincère. C'est ça qui est le plus important au-delà de tout ce qu'on peut offrir à son homme ou à sa femme. C'est l'amour sincère qui doit primer. Et nous avons un amour sincère que nous montrons tous les jours du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30. Et cet amour passe par des émissions, ça passe par des rubriques, des consultants et aussi des présentateurs, notamment du journal. Et l'un d'eux intervient maintenant, celui du vendredi. C'est le flash, le dernier de cette journée. Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Près d'une dizaine de camions d'aide humanitaire américaine destinés au Venezuela sont arrivés jeudi dans la ville frontalière de Cúcuta, du côté colombien de la frontière avec ce pays. Le chargement a été réceptionné par l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophe, l'organisme étatique chargé des secours en Colombie. Mais le gouvernement de Nicolás Maduro, désavoué par les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays latino-américains, a averti qu'il ne laisserait pas entrer.
Le militaire Chokri Ouakrim, impliqué selon la presse dans un contrat négocié avec Alexandre Benalla, avec un oligarque russe, a été suspendu mercredi par le ministère des Armées en attendant que la lumière soit faite sur ces allégations. Chokri Ouakrim a été déjà entendu par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Selon Mediapart, Alexandre Benalla et une autre personne envisageaient de mettre en place un montage financier pour financer le contrat. La France a rappelé son ambassadeur en Italie jeudi après une série de déclarations outrancières de responsables italiens, une rare escalade entre deux pays de l'Union européenne qui cristallise un peu plus les lignes de fracture en Europe à quelques mois seulement des élections européennes. Les deux responsables en question, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et le vice-président Luigi Di Maio, figure de proue du gouvernement populiste italien, se sont aussitôt dit prêts à rencontrer le président Emmanuel Macron ainsi que le gouvernement français. Au Brésil, au moins 5 personnes ont été tuées à la suite de pluies torrentielles et de vents violents qui se sont abattus sur Rio de Janeiro dans la nuit de mercredi à jeudi. Des images impressionnantes circulant sur les réseaux sociaux montrent un bâtiment d'une favela, un habitant d'une favela entraîné par le courant dans une ruelle envahie par un véritable torrent d'eau de pluie. Dans la favela de Vidigal, proche de Roquinha, une autre personne a été tuée par un mur qui s'est écroulé selon la mairie. Dans le quartier touristique de Copacabana, le vent a soufflé à plus de 110 km à l'heure et de nombreux véhicules ont été écrasés par des arbres déracinés. Un meurtre planifié et perpétré par des représentants de l'État d'Arabie Saoudite. C'est la conclusion d'Agnès Calamar, rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Des exécutions notamment concernant la mort le 2 octobre 2018 du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. Dans un communiqué, Agnès Calamar, de retour d'une mission en Turquie pour faire la lumière sur cette affaire, a souligné que selon les preuves recueillies, ce meurtre était prémédité et constituait la violation la plus grave du droit le plus fondamental de tous, le droit à la vie. De passage en Catalogne ces derniers jours à des fins médicales, Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain, y est retourné hier jeudi. La presse catalane rapporte les images de son arrivée à l'aéroport en béquille et vêtu de tout noir. Selon les médias catalans, la superstar de 27 ans devrait y poursuivre son protocole de soins. Neymar, qui souffre d'une nouvelle blessure au pied droit, sera écarté des terrains pour 10 semaines. Football toujours, le Portugais Carlos Queiroz a été nommé jeudi sélectionneur de la Colombie avec un contrat de 4 ans. Il s'agit du premier poste en Amérique du Sud de l'ancien coach de l'Iran, le technicien portugais de 65 ans qui a passé 8 saisons à la tête de la sélection irakienne succède ainsi à l'Argentin José Pekerman qui officiait à la tête de Tricolore depuis 2012. Son objectif sera de qualifier la sélection pour le Mondial 2022 au Qatar. Et puis nous terminons avec cette triste nouvelle. Il aura fallu 36 heures pour que les autorités publiques anglaises en soient convaincues. Emilia Losana est décédé. L'attaquant italo-argentin n'a pas survécu au crash de l'avion qui le menait de Nantes à Cardiff. Son corps a été identifié jeudi par la police de Dorset après avoir été repêché mercredi dans la carcasse de l'avion retrouvée au fond de la Manche. L'appareil avait disparu le 21 janvier dernier alors qu'il faisait la liaison entre Nantes et Cardiff. Il transportait Salah et le pilote David Ibbotson dont le corps n'a pas encore été retrouvé. L'Argentin est décédé à l'âge de 28 ans. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur RTI Info. Merci beaucoup, Abdoulaye Koné. Merci. En tout cas, vraiment triste nouvelle. Les parents, au moins, pourront faire leur deuil. C'est déjà ça, ils ont retrouvé le corps. Malheureusement, le corps du pilote n'a pas été retrouvé, en tout cas. Vraiment, RIP. Merci, vous aussi. Comme disent les anglo-saxons, le show must go on. Malgré la douleur, il faut continuer. C'est ça aussi qui fait le charme de la vie. Alix, aujourd'hui, on a un thème.
un thème très important. On parlera bien sûr de nos traditions, de notre culture. On dit bien que la culture d'une nation, en tout cas, forme son identité. Est-ce que notre identité est claire? N'est-elle pas ambiguë et soumise à des influences extérieures? On le saura avec Dr Il Nyelbien. Il est sociologue. On parlera de tout ça, mais vous connaissez le rituel, le postulat. C'est maintenant. Parce que les Africains ont l'habitude de considérer leur continent comme une terre de valeurs anciennes et à faire de la préservation de ces valeurs ancestrales une obligation essentielle pour toutes les générations. Les Européens, en nous colonisant, nous ont imposé la langue. Or, dans la langue de quelqu'un, il y a sa pensée, il y a sa philosophie, il y a sa vision du monde. Voilà. Donc, par la langue, les Européens nous ont amenés à pénétrer l'univers de leur vision du monde et de leur culture. Toutes les entreprises humaines se dessinent sur la base de la culture à telle enseigne que cette dernière est devenue pluridimensionnelle. Toutefois, dans leur diversité, les cultures cherchent à se compléter les unes les autres. Une question qui revient constamment, c'est de savoir si l'Afrique a une culture propre et à quoi peut servir celle-ci. Mais au fond, qu'est-ce que la culture africaine? Nous sommes une société participative. Et lorsque quelqu'un a un bien, cette personne partage ce bien avec les autres. Il n'y avait pas l'émulation des uns ou des autres ou bien une concurrence, non. Mais le bien d'un tiers est le bien de l'autre. Au rythme du brassage culturel, on est porté à croire qu'à la longue, la culture des peuples africains en particulier risquera de disparaître du fait de sa marginalisation, de son abandon par la complicité des Africains eux-mêmes au profit de la culture occidentale. Lorsqu'on va dans les cérémonies, tout le monde est en veste, tout le monde porte des smoking, tout ça. C'est bien beau, mais c'est un héritage de l'extérieur. Les Africains ont leur culture, ont leur pagne. On ne demande pas aux Africains de porter le kita, de porter des habits de nos ancêtres pour aller dans les cérémonies. Quand les Européens sont venus sur nos côtes, pour faire le commerce, ils ne connaissaient pas l'utilisation, par exemple, je peux dire, de la monnaie qui était la poudre d'or que les populations de la Côte de l'Or utilisaient. Quand je prends rapidement la religion, nous avons été influencés. C'est vrai qu'il y a le christianisme qui est là, il y a la religion musulmane qui est là, mais les Africains avaient leur religion. Le choc culturel a apporté un déplacement de sens. Les Africains ne sont plus eux-mêmes parce que victimes d'une aliénation culturelle causée par la culture étrangère, héritage de la colonisation et de la traite négrière qui a fini par endormir les consciences et par jouer le rôle de l'opium du peuple. Le dernier rempart de la tradition, ouais, c'est ce qu'on appelle les glaïs, c'est-à-dire les masques. Et lorsqu'il y a un problème dans la société, ce sont ces glaïers qui sont les derniers recours. Mais dans la résolution du problème, c'est toujours par voie de consensus. Et même quand quelqu'un a tort, on trouve toujours des mots pour l'apaiser, même pour lui dire, écoute, tu as tort ce que tu as fait. Et quand bien même qu'il y a des amendes à payer, il paye des amendes. Mais la société européenne aujourd'hui, c'est quoi? Elle nous impose une justice dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Ou quand quelqu'un a tort, il faut mettre la personne en prison. Ça divise les sociétés, ça divise les foyers, ça divise les familles. Il y avait des lois, certes, établies, mais les lois ne portaient pas sur une condamnation. Il n'y avait d'ailleurs pas de prison. Il n'y avait pas de prison. La société même africaine est une prison. Quand tu poses des actes ignobles, la société t'épingle. Donc, du coup, le malfaiteur est non seulement ressaisi dans ses fautes, mais il est amené à la raison. Et c'est ce qui fait que nos sociétés ont vécu dans l'harmonie pendant longtemps. L'éthique et l'amour du prochain sont des vertus que la tradition africaine considère comme priorité des priorités. Les valeurs culturelles africaines sont loin d'être exhaustives. Une question attire notre attention. Que deviendra la culture africaine? En d'autres termes, qu'attendons-nous de l'avenir de la culture africaine? Alix et Marco, je vous prie de porter cette question à l'expert. À vous le studio. Beaucoup pour cette question, hein, mais avant, nous allons déjà définir les thèmes de ce postulat, de ce rendez-vous-là avec le docteur Il Nyelbien. Je rappelle qu'il est docteur en sociologie, culture africaine et influence externe. C'est quoi la culture africaine?
On entend quoi par culture africaine? Je pense que, bien avant de dire ce que c'est que la culture africaine, on va se risquer tout d'abord par dire ce que c'est que la culture de manière générale. Pour nous sociologues, la culture, c'est un ensemble de manières de faire, de penser et d'imaginer propre à un peuple. On peut également dire propre à une communauté. Donc, de ce point de vue, si on parle de ce postulat, on dira que la culture africaine serait les manières de faire propres à la culture, donc propre à l'Afrique ou aux Africains. Vous voyez que je balbutie parce que est-ce que d'Afrique, on peut parler de culture quand on parle de propre, quand on parle de peuple? Il y a tellement de peuples en Afrique, parce que si anthropologiquement on peut rapprocher les peuples des langues, on verra qu'il y a tellement de langues qu'à un moment donné, peut-être que ce qui pourrait s'assimiler à la culture africaine, c'est ce qui ferait la différence des manières de faire entre la grande ère culturelle qui se retrouve en Afrique et la grande ère culturelle qui se retrouverait en Occident avec la culture judéo-chrétienne et la grande ère culturelle qui se retrouverait en Asie. Je veux dire que de manière plus ou moins pris rapidement, ce seraient les trois grandes ségrégations. Donc l'Asie, l'Occident et l'Afrique. Ainsi donc, les influences externes se présenteront comment? Faut savoir déjà que la culture, comme nous parlons des manières de faire propres à un peuple, ça peut être la manière de faire la cuisine, la manière de construire les maisons, la manière de se vêtir, la manière d'adorer ses dieux, la manière d'être lié à Dieu, la manière d'éduquer les enfants, la manière même de constituer la famille, la manière de se marier, la manière de mourir, la manière de s'enterrer, bref, tout ce qui touche à la vie. De telle sorte que, par rapport à cela, quand on parlera d'influence externe, ça voudra tout simplement dire qu'il faudra considérer la deuxième dimension de la culture. La culture a une dimension statique qui fait qu'on reconnaît que c'est telle culture. Si on prend par hasard ou la culture, si on revient à des aspects beaucoup plus faciles à comprendre par tout le monde, on parlera d'ethnie, ethnos-peuple. Si on parle des ethnies Baoulé, Tagbana, Bété, etc., Agni, Abé, on dira par exemple qu'on reconnaît l'Agni à quelque chose de spécifique. Mais en même temps, l'Agni des années 60, des années avant la colonisation, n'est pas l'Agni d'aujourd'hui. Donc, dans la culture Agni, il y aura des choses statiques qui feront qu'on reconnaîtra le pankita, on reconnaîtra les symboles, on reconnaîtra les chaises royales, on reconnaîtra les tambours, mais il y aura des parts évolutives, de telle sorte que la manière dont les rites et les rituels étaient faits avant l'époque coloniale, les bois qu'on utilisait par exemple pour faire les tam-tams, le temps qu'on attendait pour faire les tam-tams, les incantations, etc., toutes ces choses-là évoluent. Déjà dans la culture elle-même, dans sa dimension dynamique, et elles évoluent aussi au contact des autres peuples. Voilà pourquoi, dans la culture, il y a une dimension statique qui fait qu'elle est ce qu'elle est, et il y a une dimension dynamique qui fait qu'elle évolue dans le temps. Dans sa dimension dynamique, la culture dite africaine a souvent croisé de nombreuses influences, notamment la colonisation, tout ça, et ça dépeint, ça déteint sur les Africains. Est-ce à dire que la culture dite africaine, parce que moi j'aime pas le terme culture africaine, parce que la culture c'est la culture, est-ce à dire que la culture africaine n'est pas charismatique, ne peut pas se défendre elle-même, ne peut pas évoluer seule? n'est pas intrinsèque. Bien, il faut savoir qu'en matière de culture, il n'y a jamais du pur. Il y a déjà, parce que vous étiez en train de dire, le fait de déteindre dans la coexistence. Tous les peuples qui se côtoient, par ce que nous appelons en sociologie le diffusionnisme, déteignent les uns sur les autres. Regardez les peuples qui se côtoient. En Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il y a des pratiques qui sont récupérées dans... Ça peut être les noms, ça peut être des religions, ça peut être des mets. Vous verrez par exemple que les Dida penseront que la sauce longueur est la leur et les Ouè penseront qu'elle est la leur. Mais quand vous regarderez, vous verrez que ce sont des peuples qui se touchent.
de telle sorte que par diffusionnisme déjà, le fait de coexister, d'être dans le même espace géographique et de coexister pacifiquement, de se fréquenter, d'échanger, fait qu'on peut échanger déjà des valeurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de résistance. Là où nous pourrons parler éventuellement de résistance, c'est là où il y a choc culturel. Quand vous avez l'Occident qui, par souci de mercantilisme, de recherche de métaux précieux, se retrouve en Afrique. D'abord les Vikings, ensuite les Portugais, pour venir piller les sols africains. Pour cela, ils viennent, ils nous trouvent sur le terrain. Il faut bien, d'une manière ou d'une autre, s'approprier les richesses. Là, nous allons rentrer vraiment en conflit. Nous allons rentrer dans des chocs culturels. Et comme ils avaient déjà la maîtrise de la poudre, c'est vrai que l'Afrique était antérieure dans ce domaine-là, mais eux, ils étaient arrivés déjà à un schéma de guerre beaucoup plus longue depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, beaucoup de guerres entre eux, entre Français, Espagnols, Allemands, de telle sorte qu'ils avaient déjà une habitude très avérée de la guerre. Donc, dans ce choc-là, ils nous ont soumis, ils nous ont dominés. Et comme l'histoire est toujours faite, écrite et imposée par les dominateurs, et ça a donné ce que vous dites, l'esclavage et l'école et tout ce qui s'ensuit. De telle sorte que dans ce système de choc culturel, la culture dominante impose automatiquement par la force et peut-être aussi par les croyances, la Bible et peut-être l'islam aussi, il s'impose naturellement la culture dominée. Alors, docteur, on sait que notre culture, elle est sujette à beaucoup de convoitises au niveau mondial. On parle ici d'influence. Est-ce que c'est laissé inféodé ou c'est de partage de culture? Mais déjà, par la colonisation, on l'a obligé. Regardez, nous nous exprimons déjà en français. Avons-nous le choix? Vous voyez, ça commence par là. Parce que l'école aussi, c'est de la violence. Quand on parle de culture, c'est un mode de connaissance. Par exemple, si vous prenez la culture africaine, notre mode d'apprentissage était secret et il était long et il procédait par rite initiatique. Codé. Crypté. Crypté, caché. Aujourd'hui, on prend tous les enfants, on les met dans une classe, on leur dit tout. Parfois, on leur en dit plus que les parents n'en savent. Donc ça, c'est le mode de connaissance occidentale à travers les agoras. Parce que quand le blanc connaît, il diffuse, il explique, il se montre, il montre. Alors que nous, c'était totalement contraire. L'Afrique aussi, les langues, on avait un respect pour les langues des autres. Alors que l'occidental, quand il vous domine, il faut que vous parliez sa langue. Le mode même de domination a été l'assimilationnisme. L'occidental ne nous a pas respectés. Quand vous regardez, par exemple, les systèmes anglophones, c'était le développement séparé. C'est ce qu'on appelait l'apartheid. Ils ont plus pensé à faire du business avec nous qu'à nous soumettre. Ce qui n'a pas été le modèle latin. Le modèle latin a pensé à nous soumettre. Et nous soumettre, c'était quelque part parler leur langue. Ça veut dire tendre vers eux par valeur idyllique. Ça veut dire que plus vous parlez français, plus vous avez les manières des Français, plus en quelque sorte, entre guillemets, et d'ailleurs il le disait, vous étiez évolué. Vous avez dit quelque chose qu'on n'a pas le choix. On a le choix peut-être, docteur. Au Sénégal, par exemple, sur une chaîne de télé, on peut parler Wolof pendant qu'on parle français. Au Ghana, le présentateur de journal télévisé se met en kita, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que quand même on est facilement assimilable, on peut s'exprimer comme ça? Ce que je veux dire, la langue, vous avez raison, est un trait culturel. Choisir de s'exprimer en Wolof ou en Twi ou en Ashanti, c'est un choix que nous avons. Choisir de nous habiller en jupe de raffia, etc., c'est un choix aussi que nous avons. Mais que représentent ces éléments-là? Peut-être que c'est un début, peut-être que c'est bon et il faut l'encourager, mais qu'est-ce que cela représente dans un formatage qui part de la maternelle, où déjà le système même de connaître les choses, de la vision du monde est déjà totalement métamorphosée. Voyez-vous, les choses commencent depuis l'enfance. Est-ce que déjà depuis l'enfance, nous comprenons que nous pouvons apprendre nos langues? Là, on commencerait la vraie résistance. Est-ce que depuis nos langues, nos tendres enfances, à nos 3 ans, nous commençons à dire que nous avons le choix entre nous habiller à l'occidental ou nous habiller à l'africaine? Là commenceraient déjà les premiers signes de résistance. Est-ce qu'à 3 ans, nous avons le choix en dire que nous préférons notre riz couché, notre igname, plutôt que notre café ou notre croissant? Nous commencerions déjà à avoir le choix. Est-ce que
à 3 ans, nous pouvons savoir que la Saint-Valentin, c'est la fête des Blancs, et elle n'est nullement la nôtre, ça, on commencerait déjà à faire notre résistance. Et tout à l'heure, vous avez parlé du koutoukou. Est-ce qu'à 3 ans, nous pouvons penser, sans encourager l'alcoolisme, que le koutoukou est à égale valeur que le cognac? Vous voyez, plus ça commence tôt, plus je pense que ça sera sensé et plus la résistance aura des chances d'aboutir. Et de votre analyse comparative, hein, il faut se dire que l'esprit qui est vide se laisse aussi influencer par celui qui en a. De là, on se demande, est-ce que c'est mauvais en soi de pouvoir brasser d'autres cultures, de pouvoir s'ouvrir? Non. Tout à l'heure, je le disais, le diffusionnisme est un élément naturel entre cultures. Au sens où, chaque fois que nous nous fréquentons, on se découvre, on s'apprécie, on s'emprunte des choses. Entre l'Occident, l'Asie et l'Afrique, depuis la nuit des temps, ça a toujours été le cas. Comme le disait tout à l'heure Marco, quelles sont les valeurs typiquement africaines? Quelles sont les cultures typiquement africaines? On peut penser au gombo. Après, on nous dira qu'il vient d'ailleurs, du Brésil, il a été importé. On pensera au manioc, on dira qu'il a été importé. Donc, il y a des choses que nous pensons qui sont typiquement africaines. Après, on nous dira qu'elles sont venues avec la colonisation, etc., etc. De telle sorte que l'histoire du monde a toujours été une histoire de nomadisme. L'être humain est essentiellement nomade et non sédentaire. Donc, dans sa vie de nomadisme depuis la nuit des temps, il a tourné sur la terre entière. De telle sorte qu'à un moment donné, c'est difficile de dire de manière pure et génétique qui vient d'où et ce qui appartient à qui. Donc, c'est un patrimoine universel commun. Mais à un moment donné, il a parlé aussi du choc culturel. C'est là où on commence à rentrer dans les hiérarchies, dans les suprématies et dans la revendication unilatérale de certaines choses. Et à partir de là, comme l'histoire est écrite par les vainqueurs, à un moment donné, on dira que l'Occident a tout créé. Ils ont créé l'écriture. Ils ont fait dans l'histoire. Bon, je pense que ça, c'est tellement ridicule que je pense que ça ne vaut pas plus de 30 secondes. Parce que quand on va vous dire en même temps que l'Afrique est le berceau de l'humanité, quand on va vous dire que la technologie de construction des pyramides jusque-là n'est pas percée, alors que les pyramides ont été construites par des Africains, à un moment donné, on préfère en sourire et se dire que l'ethnocentrisme n'est pas forcément un gage de réflexion. Docteur, avec vous, c'est tellement bon que ça va tellement vite. Il nous reste seulement 3 à 4 minutes. J'aimerais qu'on parle un peu de notre culture africaine et les réseaux sociaux. Les nouvelles influences. Et les nouvelles influences, notamment les réseaux sociaux. Parce que, est-ce que Facebook, Google, est-ce que ça va avec la culture africaine? Bien. Est-ce que c'est bon pour nous? Ça se marie. Je pense que peut-être que ça a été créé en Occident, c'est tout. Mais quand on remonte à l'origine de l'informatique, c'est déjà en Asie, c'est déjà en Afrique, 5000 ans avant Jésus-Christ. Cette massification de l'information, cette dynamitisation de l'information massive qui va partout, qui rentre à toute heure, n'importe où, instantanéité, à n'importe quel âge, n'est bon pour aucune culture. Encore moins pour la culture africaine qui avait déjà été dominée. Facebook, Google, etc., c'est une surdomination parce que ça provoque une surconsommation. À un moment donné, les gens n'ont plus de repères parce qu'ils avalent tout ce qui vient du monde entier. De telle sorte qu'à l'arrivée, ils ne savent même pas qui ils sont. Voyez-vous, ce que vous dites est tellement exact que des gens sont choqués parce que les Blancs eux-mêmes qui ont créé ces réseaux sociaux ont parfois de la retenue. Alors que nous, on expose tout, et les cadavres, et les enfants, et les nourritures. À un moment donné, vous sentez que c'est ce que nous, sociologues, nous appelons le syncrétisme. C'est-à-dire, vous empruntez quelque chose à quelqu'un, mais comme ça ne vient pas de vous, vous allez dans des excès, dans des abus dans l'utilisation. Au point où vous ne pensez même plus à un moment donné que vous venez quelque part. Vous êtes dans une fuite en avant totale qui rejoint ce que Karl Marx appelle l'aliénation. C'est-à-dire que vous êtes totalement étranger à votre propre réalité, au sens où vous pouvez vous retrouver dans une case, mais l'essentiel pour vous, c'est de faire un selfie et de montrer que vous êtes quelqu'un d'heureux, quelqu'un de in, quelqu'un de moderne, quelqu'un du 21e siècle.
Alors il faut réadapter cette utilisation-là à notre culture. Parfaitement, vous avez raison, madame. Et il y en a qui le font déjà par l'apprentissage de nos langues, par la valorisation de nos cultures, par le fait de présenter nos masques, nos danses et expliquer aussi notre cosmogonie, notre vision du monde. À savoir que l'outil, vous avez raison, c'est l'utilisation qui en est faite. C'est-à-dire que si vous vous gavez de Facebook, si vous en faites une religion, automatiquement, ça vous détruit. Mais si vous savez soumettre l'outil, le mettre au service des choses extrêmement importantes, intéressantes et culturelles, et la bonne culture à apprendre, naturellement, ils s'avéreront être des outils extrêmement intéressants de propagation de la culture africaine. Est-ce que les dirigeants africains devraient de plus en plus interroger leur culture pour penser développement? Ben, je pense que les meilleures chances même de développement sont basées sur la prise en compte des valeurs endogènes. On ne se développe jamais avec les valeurs des autres. C'est à condition de rentrer en soi, de rechercher ses racines, de partir de ses racines qu'on devient innovant. L'innovation, la création et la créativité puissent toujours dans les valeurs propres. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Et comme pour paraphraser le père de la nation qui disait, nous serons loin d'être à la veille d'une autonomie culturelle tant que les gouvernements n'attacheront pas à la question de l'importance nationale qu'elle mérite. Voilà, donc il faut s'approprier sa culture, garder l'ADN de sa culture, mais rester aussi ouvert aux autres cultures. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. N'oublions pas que l'homme africain n'a pas besoin d'une citation d'un ancien chef d'État, fut-il français, pour entrer dans l'histoire. L'Afrique est déjà dans l'histoire depuis longtemps et ça se voit, ça se sent, ça s'entend partout, sous plusieurs déclinaisons. Merci beaucoup, docteur. Un dernier proverbe africain qui rend compte du fait que c'est en étant soi-même qu'on construit, qu'on bâtit sa personnalité, sa culture. On dit que quand le margouillat coud un pantalon, il doit savoir où mettre sa queue. À savoir que quand on veut imiter les autres, on a toujours des problèmes. Merci beaucoup, bon week-end. Restez vous-même, n'imitez personne, restez vous-même parce que votre premier concurrent, c'est vous-même. Et vive la culture africaine. Bon week-end à toutes et à tous. Alix, bon week-end. Merci, bon week-end à vous.